La proche aidance, c'est un concept qui est quand même assez récent, mais il y a plusieurs mythes qui sont autour de la proche aidance. Puis ces mythes-là, ils ont la vie dure. Je vais vous donner des exemples. On dit que aider un membre de sa famille, c'est juste naturel. On dit que aider quelques heures par semaine, c'est pas de la proche aidance. On dit aussi que pour être proche aidant, il faut que ça soit un statut légal. C'est plein d'idées préconçues puis réductrices qui entourent le concept de la proche aidance. Puis aujourd'hui, j'avais le goût qu'on aille valider ces informations-là avec Julie Bickerstaff, qui est directrice du service Info Aidant, puis aller en savoir plus puis dire qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui n'est pas vrai de ces informations-là. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Plaisir. Julie, je fais ça. Je te donne des mythes, je te dis des affirmations, puis toi, tu les déconstruis ou tu les affirmes selon ce qu'il y en est. Puis n'hésite pas à nous donner aussi des exemples et des choses qui peuvent être dites. Je t'en donne un pour commencer. Être proche aidant, c'est seulement, par exemple, un parent qui va accompagner son enfant ou un enfant qui va accompagner ses parents vieillissants. Est-ce que c'est vrai? Ben non, évidemment. Donc, dans le fond, il y a toute une pluralité de réalités dans la proche aidance. Donc, oui, effectivement, si on regarde statistiquement, la plus grande proportion de personnes proches aidantes, c'est des adultes entre 45 et 65 ans qui prennent soin d'un parent vieillissant. Ça, on sait que c'est la plus grosse proportion. Mais juste en dessous, c'est des gens qui prennent soin d'un ami ou d'un voisin. On pense pas à ça automatiquement. C'est pas l'image qui nous vient en tête spontanément, mais c'est la deuxième proportion en importance de personnes qui prennent soin effectivement d'un ami qui a le cancer, d'un voisin qui est peut-être vieillissant, mais j'ai pas de lien familial avec lui, mais par solidarité, par souci de jouer un rôle civique dans ma communauté, j'ai envie de lui rendre service, puis j'ai envie à chaque semaine d'aller faire son épicerie. Pendant la pandémie, on a vu beaucoup de gestes de solidarité entre voisinage, puis des fois, ça s'inscrit dans le temps, dans la durée, et oui, effectivement, c'est un voisin qui peut jouer un rôle de proche aidant auprès de quelqu'un dans son immeuble ou près de chez lui. Très intéressant de voir les différents visages de la proche aidance. J'en ai un autre. Si on dit que pour être proche aidant, il faut que ça soit temps plein. Ça veut dire qu'il faut que la personne elle habite avec nous, puis je m'en occupe là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce que c'est ça ou il y a différents moments? Non, effectivement. Dans le fond, il faut comprendre que le rôle de proche aidant, là, il peut vraiment être multiforme, multifacette. Ça peut être même ponctuel. Je donne l'exemple, mon conjoint a un accident de voiture, puis pendant 3 mois, 6 mois, il est en réadaptation. Il peut pas s'habiller, il peut pas se raser. Donc, je deviens sa proche aidante. Donc, mon rôle de proche aidante va peut-être être circonscrit dans le temps. Il va peut-être être très, très exigeant pendant ce 3 ou 6 mois-là. Mais un jour, mon mari va retrouver toutes ses fonctions, puis il va retrouver son autonomie, puis il va reprendre sa vie, puis je n'aurai plus ce rôle de proche aidante-là. Je vais je vais redevenir juste une conjointe, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, des fois, ça peut vraiment être très, très exigeant, mais très circonscrit, très court. D'autres fois, ça peut être très léger. J'ai par exemple, ma mère qui s'occupe de mon grand-père, qui, elle, s'en occupe de manière très soutenue, fait son épicerie, s'occupe de son appartement, fait toutes ses transactions bancaires. Puis moi, c'est mon grand-père, mais j'ai envie d'aider ma mère. Fait que moi, j'ai offert à ma mère, je dis, ben moi, je vais m'occuper d'aller tondre son gazon. T'sais. Fait que ça me demande pas énormément. J'y fais le dimanche, puis en même temps, je vais le visiter. Puis ça allège les tâches de ma mère comme proche aidante. Puis moi, je suis comme un aidant, je suis un proche aidant, mais nous, dans notre langage puis dans notre jargon à nous, on va dire c'est des proches aidants un peu périphériques ou secondaires parce que ils s'investissent pas peut-être à 20 heures par semaine de proche aidance, mais l'heure ou les 2 heures qu'ils donnent par semaine, c'est significatif, ça aide et oui, effectivement, pendant qu'ils font ça, ils jouent un rôle de proche aidant.
C'est intéressant ce que tu dis, puis ça m'amène à un autre mythe, parce que souvent on dit un aidé, un proche aidant. C'est comme une diane, puis il n'y a pas de personne. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'il peut y avoir plusieurs personnes autour de la personne. Puis souvent, les gens se sentent mal aussi de dire, moi je fais juste tondre le gazon, par exemple. Mais est-ce qu'ils ont le droit de se donner la qualification de personne proche aidante? Ben absolument. En fait, c'est que être un proche aidant, c'est pas tant une identité qu'un rôle que l'on joue. Puis on peut le jouer à certains moments de notre vie, puis à d'autres moins. Puis on peut le jouer de manière très intensive, puis on peut le jouer de manière un petit peu plus périphérique, un peu plus en retrait, de manière un peu plus léger. Mais ça ne fait pas de nous moins un proche aidant. On joue ce rôle-là quand même. Mais on a des fois de la difficulté à se mettre le chapeau du proche aidant parce que justement, il y a tous ces mythes-là, puis on associe la proche aidance à quelque chose d'exigeant, de lourd, où il faut s'investir à temps plein, alors que non. Et effectivement, l'idée d'une communauté, d'un entourage proche aidant, d'une personne vieillissante ou peu importe, c'est une des clés aussi pour prévenir l'épuisement. Parce que quand ça repose juste sur une personne, c'est trop lourd. Il faut partager les responsabilités, il faut partager le fardeau. C'est pas toujours un fardeau, mais ça peut devenir un fardeau, surtout si c'est juste une seule personne qui prend tout ça sur ses épaules. Donc, c'est un facteur de succès et c'est un facteur de prévention de distribuer les responsabilités de proche aidant au sein d'une famille, au sein d'un entourage, avec le voisinage qui peut aider, avec des membres de la famille un petit peu plus éloignés. Des fois, on pense que parce qu'on est éloigné, on peut pas aider. Mais c'est faux. On peut aider. C'est juste qu'il faut adapter l'aide en fonction du fait qu'on est à distance. Mais on peut faire des démarches administratives, on peut faire du soutien émotionnel au téléphone, il y a plein de choses qu'on peut faire même si on est à distance. Disons que notre proche vit avec nous, etc. Et là, on décide après un moment, pour différentes raisons, qu'il s'en va en hébergement. Il s'en va dans un CHSLD, par exemple. Et là, je vais le visiter, ou mes enfants aussi, on va le visiter une fois par semaine, et moi, peut-être plusieurs fois par semaine. Est-ce que je suis encore proche aidant? Puis comment je peux vivre cette transition-là aussi? Est-ce que là, c'est là que s'arrête la proche aidance quand la personne s'en va en hébergement ou quoi que ce soit? C'est très intéressant parce que dans le fond, ce qu'on voit, c'est un parcours. Hein? Puis dans un parcours de proche aidant, il y a des parcours là, qui peuvent s'échelonner sur plusieurs années. Et effectivement, il y a des marqueurs dans le parcours et le moment où on ne cohabite plus. Parce que si c'était le cas, là, si c'était un proche aidant avec une personne aidée puis qui cohabitait, le moment où il y a une séparation, on va dire comme ça, où ils ne cohabitent plus, c'est un événement très, très chargé. Et donc, effectivement, il y a du soutien qui va être offert parce que le rôle est appelé à changer, est appelé à se modifier. Donc, à partir du moment où l'aidé est hébergé, il y a toute une équipe de professionnels des soins qui est impliquée puis que là, c'est plus moi qui va lui donner son bain. Est-ce que je pourrais encore passer à tous les jours pour le raser parce que c'était un moment intime qu'on aimait partager, que j'aimais partager avec mon proche. Il y a des proches aidants qui vont continuer à passer à tous les jours justement pour avoir encore cette connexion-là, avoir encore cette relation-là avec la personne aidée. Donc, il y a une période d'adaptation. Il faut accepter qu'il y ait d'autres personnes qui vont faire des choses que l'on faisait, puis il faut retrouver notre place là-dedans comme personne proche aidante. Mais oui, on est encore proche aidant, même si la personne n'habite plus avec nous. Ce n'est pas un critère. Il n'y a pas de critère de cohabitation pour être un proche aidant. On a donné des exemples encore que tu viens de donner, puis on parlait d'une proche aidante. Fait que souvent, c'est féminin, le mot proche aidante. Les personnes qui aident souvent. Est-ce que c'est la majorité des cas? Est-ce que y a des hommes parfois? Comment ça se répartit selon toi? C'est 58% de proches aidants qui sont des femmes. Donc oui, effectivement, c'est une majorité, mais c'est pas 75%. Donc, il y a quand même 42% des hommes qui jouent un rôle de proche aidant auprès d'une conjointe malade, auprès d'une maman qui a la maladie d'Alzheimer, auprès d'un enfant qui est handicapé, qui est maintenant adulte. Donc, il y a tout plein d'hommes quand même qui jouent ce rôle-là auprès d'un proche. Par contre, ce qui est très significatif par rapport à, je dirais, la
des différenciations au niveau des genres qu'on observe, c'est le fait que les femmes sont majoritairement, vont demander de l'aide de manière beaucoup plus, on les voit plus, nous, juste au service info-aidant, nos demandes d'aide, c'est 75% de femmes, 25% d'hommes. Donc, les hommes vont moins, même si il y a 42% d'hommes prochainement, ils sont moins présents dans les services, dans les organismes, ils cognent moins à la porte. Il y a quelque chose qu'on pourrait explorer au niveau de la socialisation des hommes qui aiment moins demander de l'aide, là, qui sont moins à l'aise à demander de l'aide, mais ça, on le voit, on l'observe dans les statistiques, dans les demandes auprès des services, des organisations, puis du service info-aidant. Une autre question que je pense qu'on se fait poser souvent, c'est quoi mon statut de proche aidant? J'ai-tu besoin d'une lettre, d'un papier, d'un stamp qui me dit que je suis une personne proche aidante? Comment ça fonctionne? Quand est-ce que tu dis je le deviens? Puis comment, y a-tu un papier qui existe? Bien, la réponse est oui et non. Dans le fond, non, il n'y a pas de statut officiel reconnu de manière universelle. Puis peu importe que je veux demander un crédit d'impôt pour personnes proches aidantes, ou je veux avoir accès à un service, ou je veux être reconnue auprès du CHSLD ou de l'administration de la résidence comme un proche aidant. Ça n'existe pas, un statut universel. Il n'y a pas d'accréditation, il n'y a rien de ça. Par contre, par rapport à certaines politiques publiques ou à certaines mesures gouvernementales, je donne l'exemple, il y a des congés qui sont prévus auprès de la loi des normes sur les normes du travail. Il y a 10 congés prévus par la loi pour des obligations familiales, dont celle de proche aidant. Donc, pour avoir accès auprès de l'employeur à ces 10 congés-là, pour ces raisons-là, il y a un formulaire que je fais remplir par un professionnel de la santé et des services sociaux qui vient attester du fait que effectivement, je joue un rôle de proche aidant et je dois m'absenter 1 journée, 2 journées, 3 journées dans l'année pour accompagner mon père, ma mère à des rendez-vous médicaux, pour toutes sortes de raisons là, qui pourraient le justifier. Donc, dans certains contextes très normés, il existe certains formulaires pour attester de notre statut de proche aidant. Mais en général, on n'a pas besoin. Non. Puis quand on le sait, on le vit, faut être capable de l'accepter, de le reconnaître. Parce que à la fin de la journée, je pense que ce qui est important, c'est quand on le reconnaît, quand on vient de démystifier tous ces mythes-là, c'est d'aller chercher des ressources. Puis c'est comme ça qu'on le fait. Fait que, y en a-tu des ressources? Est-ce que comment ça fonctionne, dépendant de la situation? Tout à fait. Mais effectivement, puis tu sais, la reconnaissance qu'on joue un rôle de proche aidant, c'est un processus aussi. Tu sais, c'est pas, je me lève pas un matin, je suis proche aidante à partir d'aujourd'hui. Ça se passe pas comme ça dans la vie. Donc, c'est un processus aussi de réaliser petit à petit que notre rôle auprès de la personne aidée a évolué, a changé et que là, je suis beaucoup dans le prendre soin, tu sais, et donc, là, l'idée fait son chemin dans mon esprit que je suis effectivement peut-être en train de jouer un rôle de personne proche aidante. Et donc, la reconnaissance est effectivement importante parce que c'est comme ça aussi que je vais aller m'adresser aux ressources qui s'adressent aux personnes proches aidantes. Parce que si je m'identifie pas, ben j'ai pas tendance à aller vers les ressources. Et oui, effectivement, il existe beaucoup de ressources. Souvent, des fois, ça va être en lien avec la maladie. Des fois, c'est un petit peu plus facile. On dirait que, tu sais, je viens d'apprendre que mon père a la maladie d'Alzheimer. Je vais taper maladie d'Alzheimer dans un moteur de recherche. Puis, il y a des grosses chances que je tombe sur les sociétés Alzheimer, qui sont des organisations extraordinaires, qui offrent une panoplie de ressources pour se familiariser avec la maladie, pour avoir du soutien auprès de la famille, parce que c'est un peu souvent une bombe dans une famille là, d'avoir ce diagnostic-là. Donc, il y a des intervenantes et des conseillères aux familles qui sont là pour accompagner toute une famille dans cette trajectoire-là. Il va y avoir des services de répit, il va y avoir de l'information, il va y avoir des conférences, il va y avoir de la formation, il va y avoir une panoplie de ressources. Donc, souvent, c'est beaucoup en lien avec la maladie de l'aidé, où je suis dans un autre contexte, j'ai un contexte du cancer, je suis un proche qui accompagne quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic de cancer, bien effectivement aussi, je vais m'adresser à la Société canadienne du cancer, je vais tout de suite aller voir, OK, qu'est-ce qui existe? Je vais être en mode recherche d'informations, au début, beaucoup, mais éventuellement, plus la trajectoire
avance, mais je vais peut-être aussi avoir besoin de soutien psychosocial, je vais avoir besoin de parler avec des gens qui vivent la même chose que moi. Fait que ça va me faire du bien de ventiler, d'exprimer que je trouve ça difficile, que je me sens coupable, de moi être sain, de moi être en santé, alors que je vois mon proche qui a des pertes, qui dépérit, qui peut effectivement là, être à l'article de la mort également. Donc, il y a des groupes de soutien, il y a toutes sortes de modalités pour répondre aux besoins qu'expriment les proches aidants, qui sont essentiellement des besoins d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit. Donc, c'est un peu les grandes catégories là, des services qui sont développés dans des organismes communautaires, dans des entreprises d'économie sociale, dans le réseau public. Il y a vraiment, vraiment, vraiment une belle diversité. Donc, d'appeler au service Info Aidant, ça nous aide à nous orienter vers des services dans notre communauté. D'aller sur le répertoire des ressources en ligne aussi, avec des mots-clés, on peut trouver rapidement et facilement des ressources près de chez soi. Merci, Julie, d'avoir déconstruit ces idées-là qui sont préconçues. Puis, je pense que tu as tout dit ce qui est important, à savoir ne pas rester seul, aller chercher des ressources et de reconnaître ce rôle-là qui est parfois exigeant puis qui demande d'être bien accompagné. Donc, merci et à bientôt.